Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, mais dans des conditions un petit peu particulières. Vous vous en rendez compte, vous êtes ici dans l'envers du décor d'LMTV, un décor que l'on a dû pousser en raison d'un dégât des eaux subi par le studio de votre chaîne favorite. Des perturbations sont donc à prévoir sur nos émissions jusqu'à la fin de semaine, on n'espère pas plus. En attendant, pour nous, notre rôle continue, celui de vous livrer l'actualité de votre département. Et ça commence maintenant. Emploi fictif ou non, François Fillon qualifie en tout cas de boule puante les informations du Canard enchaîné de ce jour qui induisent que sa femme aurait bénéficié d'un poste fictif d'attaché parlementaire. Grippe aviaire, le zoo de Spey fermé depuis décembre est sur le point de rouvrir après une campagne de vaccination des oiseaux. Attirer le juteux business du tourisme d'affaires, c'est l'objectif de Businessland, collectif sartois où on retrouve l'ACO, le MM Arena ou encore Antares. Pinocchio vit à Jupille, du moins ses descendants, rencontre avec un marionnettiste sartois. On ouvre sur cette affaire qui pourrait être embarrassante pour François Fillon. À 3 mois seulement du premier tour de l'élection présidentielle, le Canard enchaîné affirme que Pénélope Fillon, sa femme, aurait touché 500 000 € en 8 ans pour des postes d'attaché parlementaire de son mari, mais aussi de son suppléant Marc Joulot. Des postes qui seraient fictifs, affirme le journal satirique. Dans le camp Fillon, on dénie. Le point avec Mathias Hubert. Elle affirmait jusqu'ici ne jamais s'être impliquée dans la vie politique de son mari. Pourtant, le Canard enchaîné dévoile ce mercredi que Pénélope Fillon occupait un poste d'attaché parlementaire auprès de François Fillon, un emploi occupé de 1998 à 2002, assorti d'un salaire de 3 900 € bruts par mois. Plus tard, entre 2002 et 2007, c'est auprès du remplaçant de François Fillon, Marc Joulot, qu'elle occupe ce poste avec cette fois un salaire de 7 900 € bruts par mois. Rien d'illégal dans tout ça, car la loi autorise les députés à embaucher des proches, à condition qu'ils travaillent réellement, ce qui n'était pas le cas de Pénélope Fillon selon le Canard enchaîné. En tout, elle aurait touché 500 000 € bruts sur les caisses parlementaires. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? L'entourage de François Fillon fait bloc et dénonce une polémique artificielle. Le porte-parole du candidat à la présidentielle, Thierry Solaire, affirme que cet emploi était tout à fait légal. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier pour déterminer si, oui ou non, il s'agissait d'un emploi fictif. Direction Spey à présent, où le zoo avait fermé ses portes au mois de décembre en raison de l'influenza aviaire. Les oiseaux étaient confinés avant de rouvrir les portes début février. Il faut vacciner l'ensemble des volatiles. La campagne vient de débuter. Reportage sur place, Diane Lemoisson. Les protestations de ce haras n'y changeront rien. Il n'échappera pas à la piqûre. Cela concerne 80 oiseaux issus d'une vingtaine d'espèces du spécifique zoo, ceux qui vivent en semi-liberté. Ils sont aujourd'hui vaccinés contre la grippe aviaire. Sur les animaux de bonne taille, là c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, on est en intramusculaire. Sur les tout petits animaux, ça pose problème d'ailleurs, on fait ça en sous-cutané. On a fait ça il y a quelques années lors de le premier épisode de grippe aviaire et c'était compliqué parce qu'on peut avoir de la mortalité liée au stress sur les tout petits animaux. Quand vous vaccinez un canari, on comprend que c'est pas facile et qu'il y a un stress important. Conformément à l'obligation réglementaire, les oiseaux en volière fermée n'ont pas besoin d'être vaccinés. Les autres, confinés depuis le début de la pandémie, retrouveront bientôt leur espace. Des protocoles de biosécurité comme des pédiluves seront toutefois ajoutés. Toutes les mesures de précaution sont prises. Si on a un cas et qu'on n'a pas pris les mesures qui s'imposent, ça peut être l'abattage de l'ensemble du cheptel. Donc les conséquences peuvent être dramatiques, en sachant qu'on travaille aussi avec des espèces qui pour certaines sont en voie de disparition. Donc c'est pour ça que notre protocole de biosécurité, par ailleurs, prévoyait 2 zones dans le parc, avec des soigneurs qui ne s'occupent pas des mêmes oiseaux, avec vraiment des unités épidémiologiques qui sont différentes, au cas où un cas se présenterait, ce ne serait pas forcément l'ensemble du cheptel qui serait euthanasié. Dans 3 semaines, il faudra recommencer la capture pour faire le rappel. L'efficacité du vaccin reste cependant à démontrer. Ça, c'est le gros problème.
C'est-à-dire qu'en fait, le vaccin qu'on utilise n'a pas la même souche que le virus sauvage. Donc c'est clair qu'on n'a pas d'études, comme il mute chaque année, on n'a pas d'études réelles sur le pouvoir de protection du vaccin. Mais on pense quand même qu'il y a une protection croisée. Aucune inquiétude à se faire en tout cas pour les visiteurs. Le virus est non transmissible à l'homme. Fermé début décembre à cause du confinement des volatiles, le parc réouvrira normalement ses portes le 11 février. Un mot d'économie à présent avec cette initiative d'acteurs du sport, du tourisme ou encore des loisirs en Sarthe, un collectif auquel appartient la CO, le pôle européen du cheval ou encore le zoo de la Flèche qui veut partir à la conquête d'une clientèle de touristes d'affaires. Leur moyen d'action, c'est une campagne de communication décalée. Bon les gars, je devais pas vous le dire, ça devait être une surprise, mais on va à Businessland. On va à Businessland! On va à Businessland! On va à Businessland! Des cadres d'entreprise au comble du bonheur. Le message est volontairement exagéré, mais se veut marquant dans ce monde ultra concurrentiel du business d'affaires. Notre volonté, c'était d'avoir un message plutôt décalé qui va attirer donc les questions et à partir de là, susciter l'intérêt. Ensuite, il s'agira pour les professionnels et nous-mêmes de gérer le prospect. Businessland, c'est l'association de 9 acteurs du tourisme, du sport et des loisirs en Sarthe qui mutualisent leurs moyens pour une communication et un site internet commun. Le but est d'exister face aux grandes destinations d'affaires comme l'Île-de-France, les métropoles et les côtes atlantiques et méditerranéennes. La Sarthe a pour elle son accessibilité et son offre d'équipements et de loisirs propres à attirer cette clientèle très recherchée à plus d'un titre. On est sur un marché très rémunérateur. Le professionnel va dépenser 2 à 3 fois plus que le client tourisme de loisirs. Et on est aussi sur une activité qui fonctionne à l'année. Il n'y a pas de saisonnalité en tant que telle. Et je crois que c'est quelque chose qui permet de consolider le trépied touristique de la Sarthe qui est loisirs, affaires et événementiel. L'expérience Businessland doit d'abord durer 3 ans. Son budget est de 90 000 €. Premier salon en commun. Le 2 février, à Paris. Allez, retour au pays de l'enfance, à présent à Jupille, exactement au cœur de la forêt de Bercé. Pierre Gauthier fabrique des marionnettes à fil. Il les fait vivre dans ses spectacles. Son credo, c'est la protection de l'environnement. Rencontre tout en poésie avec Laure Girard. Le lutin n'est plus très loin de la maison du vieux sabotier désormais. Ces contes, le marionnettiste les raconte d'abord avec ses mains. L'histoire, c'est dans l'atelier qu'elle commence vraiment, quand Pierre Gauthier donne vie à ces bouts de bois de hêtre, glanés à quelques pas de chez lui, en forêt de Bercé. Le bois de hêtre est le bois idéal pour ce travail-là, parce que le grain est très fin. Et il est donc, produit ici, dans la forêt de Bercé, tout à côté. On n'a pas besoin de faire venir du bois du Canada. Voilà. Et c'est très important, je trouve, parce qu'on peut faire tellement de choses avec des choses simples et surtout des choses qu'on a à côté de chez nous. Une démarche qu'il essaie de transmettre dans ses spectacles. Le marionnettiste les écrit et en compose les musiques au thème intemporel, avec un fil conducteur, prendre le temps de bien faire. Je pense que les choses vont beaucoup trop vite aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'être, de faire. Et on essaie de le faire, nous, dans le petit théâtre des mains. Et on se rend compte que c'est ce qui se passe parce que le public applaudit gentiment après le spectacle, s'en va et on sent que le public est touché, émerveillé. Mais depuis quelques années, le théâtre de marionnettes ne fait plus recette. Les contes musicaux de Pierre, qui tournaient aux 4 coins du pays il y a 10 ans, intéressent de moins en moins les programmateurs. Les poupées sont remisées au placard. On nous demande beaucoup de spectacles d'animation, donc il y a une confusion. On nous demande de passer des musiques techno, d'aller très vite, voilà. Mais moi, je ne suis pas intéressé parce que je me rends compte que le public est beaucoup plus communicatif dans ce qu'on leur présente. Il y a un vrai échange et pour nous, c'est un bonheur incommensurable, quoi. L'artiste, également professeur de musique à l'année, continuera de faire vivre ses personnages de bois, coûte que coûte. Car c'est à l'autre bout de ces fils qu'il trouve une forme de liberté. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, y compris dans ces conditions plutôt particulières. Tout de suite, c'est la météo. À très bientôt.